Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. Nous allons vous raconter maintenant la suite et la fin de l'affaire du grêlé. Nous sommes en 2001 et les enquêteurs pensent toucher au but. Grâce à l'ADN, ils viennent de découvrir qu'il est l'auteur d'un double meurtre à Paris, celui d'un homme de 38 ans et de la fille au père qui s'occupait de son enfant. Dans les affaires de la jeune femme, ils retrouvent un nom et une adresse, mais cela va-t-il suffire ? Vous écoutez l'affaire du grêlé, épisode 2, première partie. On va découvrir 2 petits carnets rouges, des espèces de journaux intimes. Et dans ces petits journaux intimes où elle raconte un petit peu sa vie à Paris, on trouve les noms d'un certain nombre d'hommes qu'elle aura rencontrés, avec les lieux de rencontre aussi, les heures, voilà. Et ce qu'elle a fait avec eux. Ça va du simple flirt à l'acte, au rapport sexuel, avec les annotations de qualitatives. Ça nous éclaire un peu sur le côté dangereux de ces pratiques et sur le fait que, on allait vraisemblablement trouver quelque chose dans cette direction. Dans cette liste d'amants, il y a un mystérieux Élie Loringe. Ça paraissait quelqu'un de suspect, comme l'auteur potentiel. Il y avait une adresse 13 rue Rubens à Paris 13e. Donc objectivement, on se dit, la piste est bonne, ça peut être lui. On fait des recherches sur ce nom même, et on ne trouve rien en France, on ne trouve rien à l'étranger, on ne trouve rien nulle part. On est même allé chez les Mormons qui cherchent à remonter les patronymes jusqu'à Adam et Ève. Bon. Et ce nom de Loringe n'existe pas. Quant à l'adresse qu'il a donnée, celui-là, c'est le 13 rue Rubens. Lorsque nous y arrivons, c'est un squat qui vient d'être détruit. André Bizel, ex-chef adjoint brigade criminelle de Paris. Ce qu'on apprendra plus tard, c'est que le 13 rue Rubens a été un centre dans lequel on prenait en photo les recrues de la préfecture de police pour fabriquer les cartes de professionnels, quoi. Et c'était pas dans notre affaire à nous caractéristique, donc point. Les policiers, ils ont une petite certitude, c'est que le Élie Loringe en question, dont ils n'arrivent pas à connaître ni le vrai nom ni la vraie adresse, a suffisamment de choses à se reprocher pour se cacher derrière un pseudo et une fausse adresse. Donc ils estiment que la cible de l'agression, c'est plutôt Irmgard Müller que Gilles Politis. Est-ce qu'il s'est aperçu que la jeune fille au père avait des rapports avec le maître de maison, là, avec Gilles Politis, et qu'il a pété un plomb ? Ce type éprouve peut-être un sentiment exacerbé qui l'amène à devenir meurtrier, double meurtrier. Il y a une sorte de vengeance motivée par la jalousie. On est d'ailleurs parti sur ce mobile-là. Et chez ce type-là, ça a provoqué une impulsion criminelle incroyable, quoi. Donc on sait qu'on a affaire à un personnage qui peut être sympa le jour, et qui tout d'un coup peut se révéler être c'est une espèce de Dr Jekyll et de Mr Hyde. On a travaillé pour essayer de retrouver en France ou dans le monde, essayer de trouver des faits similaires. On a travaillé aussi auprès des fichiers psychiatriques, un peu, parce que quand même ce sont des actes qui montrent une certaine perversion. C'est un peu pathologique quand même ce comportement. Et on va s'acharner à essayer d'identifier ce Élie Loringe et nous n'y réussirons jamais. On ne trouvant rien, au bout d'un certain temps, en 92, le dossier a été transmis en vaine recherche, avec justement la mention, donc, si un élément nouveau parvenait à notre connaissance, les recherches pourraient être reprises. En 2001, quand on va lui soumettre le peu d'éléments recueillis dans l'affaire Politis-Müller, le docteur Pascal va trouver, à la fois sur le mégot et avec le sperme,
l'ADN du grêlé. Alors là, pour nous, c'est franchement une surprise. Donc là, c'est un coup de théâtre supplémentaire quand on apprend que le grêlé ne s'attaquait pas seulement à des fillettes, mais à des adultes. On ne s'attendait absolument pas dans notre logique policière qu'un auteur, un pervers sexuel s'intéressant aux jeunes filles, quoi, allant même jusqu'à tuer, soit l'auteur d'un double meurtre d'adultes, sadique, violent, comme celui-là. Et peut-être que le point commun, c'est qu'on ne supporte pas la frustration. Et que, face à la frustration, on réagit par la violence extrême. On l'avait, ce type. L'ADN, c'est l'auteur. Encore faut-il trouver une adéquation avec un individu vivant ou mort, parce qu'on s'est souvent demandé aussi si ce grêlé n'avait pas été tué quelque part, n'avait pas pris une autre vie, changé de vie à l'étranger. La famille de Cécile, la famille Bloch, se retrouve face à la mort de leur petite fille. Et puis l'enquête patine, quoi. L'enquête leur donne pas les réponses. C'est un drame sans fin et sans nom, quoi. Damien Delceni, rédacteur en chef adjoint au Parisien. Et donc le papa de Cécile, il avait l'impression, vraie ou fausse, qu'on oubliait l'affaire de sa fille, qu'on ne trouverait jamais. Quand je suis entré dans ce dossier en 2001 à peu près, il fallait montrer ça à Jean-Pierre. Jean-Claude Dissès, ami et ancien avocat de Jean-Pierre Bloch. Je l'ai mis dans le bureau avec le dossier, il a passé la nuit entière, sans dormir. Le lendemain, il y avait beaucoup de fumée dans la pièce, il y avait beaucoup de tasses de café, et il y avait Jean-Pierre au milieu, debout. Il va y avoir un autre drame familial. La maman de Cécile va être tuée dans un accident de la route. Et donc le papa de Cécile se retrouve dans cette maison qui est une espèce de ferme qu'ils ont achetée dans le sud-ouest, tout seul, donc à vivre avec le souvenir de sa fille et de sa femme morte. Il s'était installé dans sa petite grange annexe, il en avait fait un espèce de bureau, il avait je ne sais combien d'écrans et d'ordinateurs portables. Il alimentait un site, Qui a tué Cécile Bloch, où il actualisait les informations qu'on pouvait avoir au sujet du grêlé. Dès qu'il prenait connaissance dans la presse d'un fait se rapprochant de la situation de Cécile, il le prenait, il essayait de le décortiquer, il essayait de faire des rapprochements, etc. C'était son activité quotidienne et permanente. Toute sa vie était orientée vers l'espoir qu'un jour ou l'autre, on découvre l'auteur. Extrait du documentaire Qui a tué Cécile Bloch. Laisser tomber, mais jamais venu à l'esprit. Jamais. Ma fille, elle est partout. Je vis avec mes fantômes. Ils sont là, mes fantômes. J'entends des drôles d'expressions, faire son deuil, tourner la page. Il y a des gens qui savent faire ça. Jean-Pierre était parti sur une idée d'un réseau pédocriminel. Alors, il faut se rappeler que c'est le moment où, en Belgique, l'affaire du trou explose et où on découvre l'existence de réseaux pédocriminels. Mais ça collait pas trop, quand même, avec le dossier, parce que dès le départ, le dossier donnait quand même bien le sentiment d'un prédateur isolé. C'était pas rationnel, c'était plutôt la tripe qui parlait, mais ça se comprend. Quand on se rend compte que même la brigade criminelle n'arrive pas à trouver, ça rend dingue, quoi. Donc oui, il a imaginé tout ce qu'on pouvait imaginer dans ces cas-là, quoi. Jean-Pierre, il a jamais admis l'idée que cet auteur puisse disparaître d'une manière ou d'une autre. Et jamais. Quand on trouvera l'assassin, si on le trouve, on va s'apercevoir de quoi? Que autour de lui, socialement, il y avait des tas de gens qui auraient dû être en état d'alerte. Que ce soit de la famille, les médecins, les professeurs, l'instructeur militaire. Il n'y a aucun assassin qui sort du néant. Jamais. Il n'y a pas de passé. Il n'y a pas d'histoire. Jamais. Le grêlé, c'est le symbole de l'énigme criminelle totale. Au bout d'un certain nombre d'années, l'enquête n'avance plus.
C'est une enquête immense avec des milliers et des milliers de procès-verbaux, des milliers et des milliers de recherches, des centaines de gens interrogés, des dizaines de gardes à vue, et le mystère total. Donc on finit par se dire, cette affaire ne sera jamais solutionnée. D'ailleurs, on a son ADN, donc on se dit avec le fichier ADN qui s'est densifié pendant toutes ces années, s'il avait refait une bêtise, on se dit qu'un tueur en série en général recommet des actes, et il n'y a plus rien qui se passe. En 2015, le dossier change de main, et c'est la juge d'instruction Nathalie Turquet qui se replonge dans les méandres de l'affaire. Il y a eu, depuis quelques années, un travail remarquable fait par des enquêteurs, une juge d'instruction qui ont repris le dossier à zéro et qui ont porté un autre regard sur ce dossier. Didier Seban, avocat des victimes et de leurs familles. Et Madame Turquet n'est pas sur cette idée qu'on a entendu beaucoup que le grêlé serait mort et donc que ça vaut plus le coup. Je l'ai rencontrée aussitôt après qu'elle ait pris la charge du dossier. Elle m'a confié qu'elle irait jusqu'au bout de cette affaire. Luc Richard, demi-frère de Cécile Bloch. Contrairement à ses nombreux prédécesseurs, je l'ai senti déterminé. Des sujets clés autour de cette affaire où on s'interroge, est-ce qu'on a bien fait ou pas, s'agissait-il d'un gendarme? S'agissait-il d'un policier? S'agissait-il de quelqu'un qui se faisait passer pour gendarme ou policier? Le grêlé souvent présente une carte professionnelle à certaines de ses victimes, qui est soit une carte de police, soit une carte de gendarmerie. Il y a quelque chose dans la gestuelle, dans l'équipement, qui font penser qu'effectivement c'est un ancien gendarme ou un ancien policier. Nathalie Turquet va s'apercevoir qu'en termes de gendarmerie, il y a eu assez peu de recherches qui ont été faites. La juge va décider d'orienter son enquête en direction de gendarmes qui puissent être à Paris, puisqu'on a vu sur cette carte qu'il y avait marqué Paris. Elle va regarder où ont été commis les faits, les meurtres en question dans Paris, et elle va dire, il y avait des gendarmes qui étaient logés à l'époque dans des casernes à Paris, eh bien je veux la liste des gendarmes qui ont de tel âge à ce moment-là, dans les années 80, début des années 90. Et elle va avoir un listing avec 700 noms qui vont sortir, et elle va dire, je veux 700 prélèvements ADN. C'est un peu un pari, et elle va aller demander à chaque commissariat, à chaque gendarmerie de l'endroit où habitent ces gens-là, de les prélever pour comparer l'ADN à celui du grêlé. Le 29 septembre 2021, à l'autre bout de la France, la découverte d'un homme mort chamboule toute l'affaire. Le 29 septembre, il y a le suicide d'une personne qui est disparue au Gros du Roi. Yannick Philippona, journaliste Midi Libre. Et très vite, on apprend que c'était François Vérove, un ancien gendarme ou un ancien policier. Il était convoqué à la police judiciaire en vue d'une vérification d'identité et d'un prélèvement ADN, et ce dans le cadre d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction parisien qui mène une vaste campagne de dépistage ADN. Il a été découvert dans un appartement qu'il venait tout juste de louer. Sa femme avait signalé sa disparition depuis 2 jours, il était parti, elle ne savait pas où il était. Et quand les gendarmes arrivent, ils le découvrent étendu par terre, suicidé avec des médicaments. À ses côtés, ils vont retrouver 2 courriers dans lesquels il s'accuse d'avoir été un meurtrier, d'avoir commis des actes abominables et impardonnables. Et la lettre qu'il adresse à son épouse, qui est une lettre de confession en quelque sorte, il explique qu'il a commis ces actes sous l'effet de pulsion. Dès le lendemain, les premières rumeurs viennent à nos oreilles. Il serait finalement le grêlé, le fameux tueur en série recherché depuis 35 ans par la police judiciaire. La preuve reine, c'est l'ADN. Est-ce que ces empreintes correspondent à celles qui avaient pu être prélevées sur certaines scènes de crime dans les années 80 et les années 90 en région parisienne? J'ai reçu un coup de téléphone de la juge d'instruction, la juge Turquet. Luc Richard, demi-frère de Cécile Bloch. Qui m'apprenait que cette vérification d'ADN a pu être établie par le docteur Pascal. Et elle m'a rappelé pour me confirmer qu'il s'agissait bien du grêlé. J'étais stupéfait par l'idée qu'il ait pu se suicider. Et très vite, cela a dépassé ma réjouissance du fait qu'on l'ait enfin attrapé.
C'est donc la fin d'une des plus grandes énigmes criminelles du XXe siècle, le grêlé, un tueur en série qui a sévi dans les années 80 et 90. C'était un gendarme. Pour nous, c'est surtout une nouvelle qu'on n'attendait quasiment plus, en fait. C'est un dossier sur lequel des générations de journalistes ont travaillé. C'est un fait divers qui a beaucoup marqué les habitants et la ville de Paris pendant des années. Et puis, c'est le cold case qui, d'un seul coup, se réchauffe de manière totalement surprenante, un peu brutale. L'identification de ce type, ça a été rassurant, quoi. Rassurant au fait que, bon, il n'est plus là, comme ça, au moins, il n'emmerdera plus personne. Je suis ravi, je vais pouvoir mourir tranquille, hein. J'ai regardé les informations le soir, les photos. J'ai reconnu l'homme qui m'avait abordé 87. Isabelle, victime du grêlé. Là, j'étais complètement éberluée, quoi. Le ciel m'est tombé sur la tête. D'ailleurs, au début, je me dis, mais c'est quoi ces salades? J'ai mis plusieurs jours à comprendre que c'était un serial killer. Je fais partie de toute une série de personnes et je suis au milieu de ça. C'est vrai que ça fait froid dans le dos. J'ai eu de la chance. J'ai frôlé le danger, c'est clair. Quand on comprend qu'on a affaire au fameux grêlé, à ce tueur en série, on commence à enquêter puisqu'on sait qu'il habitait à la Grande Motte. Une station vraiment paisible où effectivement beaucoup de retraités aiment bien venir s'installer pour passer de belles dernières années. Aucune raison d'y soupçonner un quelconque tueur en série ou un criminel de cette envergure. Des retraités qu'ils connaissent bien racontent que François Vérove pouvait s'occuper d'eux, aller les amener se faire vacciner, aller faire les courses. Au-delà du bonjour, bonsoir, vraiment le voisin parfait, toujours souriant, qui mettait même la bonne ambiance dans le quartier. Il est un peu handicapé par sa jambe, il marche avec une canne, il a eu cet accident de moto quelques années auparavant. On sait qu'il reçoit parfois un peu de famille, notamment sa fille et ses petits-enfants. On n'a pas l'image du tueur en série, quelqu'un de ténébreux, inquiétant, qui se terre chez lui, mais l'ancien gendarme très serviable, toujours souriant, qui est prêt à rendre service. Au début des années 2010, François Vérove a plutôt vécu du côté de Prades-le-Lez avec sa compagne. Là, on est au nord-est de Montpellier. Il y a des vignes, il y a de la vie. C'est vraiment une belle commune paisible. La toute première fois que j'ai entendu parler de François Vérove, c'était en tant que maire. Jean-Marc Lucère, ex-maire de Prades-le-Lez. Parce que la maison que François Vérove se proposait de construire était un peu extraordinaire, entre guillemets. Il y avait 2 étages, des centaines de mètres carrés. Il y avait une piscine, il y avait une terrasse à l'étage. Enfin, c'était assez remarquable. Elle a dû aussi coûter très cher. Pour moi, il essayait d'être un notable, d'être parmi les gens de la société dont on pense qu'ils ont réussi, c'est des gens bien. On apprend surtout, dans les premiers instants, qu'il a été conseiller municipal. Lui avait une délégation à la communication, il était très branché sur les réseaux sociaux. Monsieur Vérove est présent. Politiquement, je me situerais dans la droite républicaine, mais bien à droite. Alors, il participait volontiers aux discussions en étant extrêmement poli, un peu obséquieux et un peu tatillon parfois. Le constat qu'on peut faire, c'est qu'il a été toujours sous contrôle. Il contrôle son image, il contrôle les informations qu'il va pouvoir donner à droite, à gauche. Personne chez lui ne sait son terrible secret. Il a pu mener cette double vie avec beaucoup d'arrogance et quelqu'un qui s'est toujours cru très sûr de lui. J'ai jamais imaginé, même pas un passé de brigand. On pouvait même pas le soupçonner d'être malhonnête. C'était le respect de la loi. La loi, c'est la loi. Hein. Ça m'étonne pas qu'il ait choisi de se suicider parce que j'avais l'impression que c'est un homme de décision.
Mais l'idée de clore le dossier pour pas que sa famille peut-être ait à subir les procès, je ne sais quoi, ça me paraît cadré avec le personnage. Il avait une forte volonté. Ça, c'était sûr, ça. Maintenant que son identité est connue, il est possible de retracer la vie du grêlé et de voir comment François Vérove, homme a priori sans histoire, pouvait se transformer en tueur et violeur en série. Maintenant, il va falloir remonter le cours de sa vie. Là, c'est intéressant parce que en refaisant l'enquête dans l'autre sens, on connaît son parcours maintenant. Donc on va pouvoir se rapprocher des gens qu'il a pu côtoyer et des endroits qu'il a fréquentés. François Vérove, il est né dans le nord de la France. Sa maman est morte quand il était relativement jeune, elle a eu un cancer, elle est décédée. Donc il s'installe à Marc-en-Barœul avec son père, dans une petite zone pavillonnaire. Marc-en-Barœul, c'est plutôt une banlieue chic de Lille. Il a un père qui est plutôt rigoureux, qui aime pas quand il rentre trop tard, donc c'est pas un gamin qui traîne dans la rue. Il a une passion à l'époque, c'est la moto. Et c'est un gamin qui attire pas du tout l'attention sur lui. Il va rencontrer son épouse à Marc-en-Barœul, dans le quartier où il vit. Et ils vont se marier assez rapidement, assez jeunes. Et ils vont avoir ensuite 2 enfants, une fille et un garçon. Ça donne l'impression, en tout cas, d'une famille parfaitement classique et parfaitement normale. Il va quitter Marc-en-Barœul pour aller sur Paris. Il va être intégré à la garde républicaine, qui est un service de la gendarmerie assez prestigieux. Il va d'abord être intégré dans la cavalerie. Et après, il va être déplacé sur un escadron de surveillance à moto. Cette époque-là, il a une femme, il a un boulot. Bernard Pascalini, ex-inspecteur brigade criminelle de Paris. Et il éprouve le besoin de venir un lundi matin à 8h30 dans le 19e pour violer et tuer une gamine. Il a été logé à la caserne Kellermann, qui est dans le 13e arrondissement, et puis dans la caserne des Célestins, qui est le siège parisien de la garde républicaine, qui est du côté de Bastille. Donc à l'époque, effectivement, il chasse, entre guillemets, dans un périmètre qui est assez proche de l'endroit où il vit et où il travaille. Vous vous rendez compte quand même que ce garçon, quand il avait assassiné Cécile Bloch, le soir, il est rentré chez lui, il a mangé tranquillement, il a fait une bise à sa femme et il a dormi du sommeil du juste. Et le lendemain, il est allé au travail. Comment est-ce possible? Pourquoi un type qui apparemment a une enfance parfaitement lisse, parfaitement normale, sans traumatisme, il a perdu sa maman, mais ça peut arriver, mais qui apparemment n'a pas d'antécédents de violence, que ce soit sexuel ou à l'intérieur de la cellule familiale, à partir de quel moment il a ce déclic qui fait qu'il bascule dans le crime et dans des crimes particulièrement barbares? Et là, on tombe brusquement sur un type qui se met à violer des gamines et à les tuer. C'est énorme, quoi, c'est énorme. Il faut vraiment que ce soit un salopard de la dernière espèce. C'est quelqu'un qui a été capable pendant au moins un temps d'être gendarme un jour, meurtrier le lendemain, gendarme le surlendemain. C'est-à-dire, il arrivait à vivre ces 2 vies-là en parallèle. Profiter de son statut, il est assez sûr de lui finalement, parce que si quelqu'un vient de l'embêter, il va sortir sa carte. Il est là, il est tranquille, Avec le fait d'être militaire à l'époque, il pouvait éprouver un sentiment de surpuissance par rapport aux gens qu'il croisait. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Un épisode écrit et réalisé par Jean-Pierre Vergès. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Joanna Lalonde. Avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.